Bonjour, ici Brian Michara au CRIS et aujourd'hui nous allons discuter une question assez importante pour toute personne qui travaille en prévention du suicide. Y a-t-il des morts prématurées qu'on ne devrait pas prévenir? Et particulièrement, c'est quoi les considérations lorsque l'aide médicale à mourir est une option? Et c'est pas le 4 octobre 2019. J'espère que j'ai le bon PowerPoint, mais on verra plus tard. Oui, c'est le bon. Tout le monde espère avoir une belle mort, entouré des personnes qu'on aime, mais on a peur que peut-être notre mort ne va pas être telle que convenue. On a des peurs de la mort et des façons de mourir. Il y a longtemps, dans les années 70, psychologue Robert Kastenbaum a fait une recherche. Et dans cette recherche, il a embauché un comédien pour jouer quelqu'un qui était en train de mourir ou juste malade. En tous les cas, le comédien jouait quelqu'un qui avait des douleurs à l'estomac et ils ont embauché ou fait une annonce pour les participants à une recherche, des bénévoles qui vont accompagner, visiter un patient à l'hôpital. Et le patient était toujours le même comédien qui jouait quelqu'un qui avait des douleurs à l'estomac. Et dans un groupe, ils ont dit, c'est quelqu'un qui a un cancer, stade 4, il n'y a rien à faire. Et dans la moitié, pour la moitié des bénévoles, ils ont dit, c'est quelqu'un qui est là peut-être pour une petite intervention d'une ulcère, va sortir bientôt. Et quand on regarde les vidéos, une chose est évidente dès le début. Quand les gens pensaient que c'était quelqu'un qui était mourant, ils ont resté 1 mètre plus loin de la personne que quand ils pensaient que c'était quelqu'un qui était là pour une intervention à cause d'une ulcère. Quand c'était à cause d'une ulcère, ils touchaient la personne, serraient la main, donnaient un bec ou touchaient la personne. Quand c'était quelqu'un mourant, ils ont vraiment touché la personne. S'ils touchaient, ils gardaient le corps aussi loin que possible. Au bout de quelques semaines, il a dit, quand ils pensaient qu'ils allaient mourir, que c'était, ils se sont trompés de diagnostic, c'était juste un petit problème qui va se régler vite, il va quitter l'hôpital bientôt. Et pour les autres personnes qui pensaient que c'était quelqu'un avec une ulcère, ils ont dit, oh, on a trouvé, c'est pas juste une ulcère, c'est un cancer, stade 4, rien à faire. Et les personnes sont approchées quand la personne n'était pas mourante. Physiquement, ils ont mesuré ça. Et quand c'était quelqu'un avec lequel il était assez proche et amical, et pensait que c'était une ulcère, mais maintenant la personne va mourir, ils ont approché un peu, mais le corps a gardé 1 ou 2 pieds de distance. S'ils donnaient un bec ou serraient la main, ils l'ont fait vite, combien de danger. Donc, le fait que quelqu'un va mourir, ça cause énormément de crainte. Et ces peurs qu'on a de la mort des autres s'appliquent autant à notre propre mort. On a toujours des images de ce qui va arriver quand on meurt et c'est à cause de ces craintes qu'on peut vouloir avoir l'aide médicale à mourir pour éviter de mourir
d'une manière qu'on ne veut pas, qu'on ne souhaite pas. On essaie de tout faire pour contrôler notre mort et nos peurs de la mort. On utilise du déni, on ne parle pas beaucoup de la mort. On va voir des films des héros qui, malgré tous les obstacles, réussissent à ne pas mourir. Et quand on pense à la prévention du suicide, on veut prévenir la mort. Et on n'a pas le temps de l'aborder en détail, mais je crois que tout ce qu'on fait en prévention du suicide est basé sur les fondements, des croyances éthiques qui peuvent déterminer nos prises de décision. Et souvent, ce n'est pas explicite, c'est quelque chose qu'on a. Il y a des personnes qu'on peut appeler moralistes et j'ai publié plusieurs articles avec mon collègue, professeur de droit éthique, David Weisstube, sur ces approches éthiques. Mais on peut avoir une approche qu'on pense qui est moraliste, qui est basée sur les croyances qu'à tout prix, il faut protéger la vie des êtres humains. Il faut tout faire pour empêcher quelqu'un de mourir. Ces croyances peuvent être basées sur les croyances religieuses ou juste une croyance fondamentale qu'il faut, pour une juste société, il faut protéger les gens qui sont vulnérables et empêcher les gens de mourir. À l'autre extrême, il y a des approches libertaires. C'est une approche qui est suivie par les philosophes existentiels. C'est une approche où on croit que chaque être humain a le droit de choisir de vivre, de mourir et peuvent s'enlever la vie. Pour certains philosophes existentiels, c'est le seul choix qu'on a de vivre et de mourir. Il n'y a personne qui doit intervenir. Et le psychiatre Thomas Szasz, S-Z-A-S, a publié plusieurs articles disant qu'on ne doit jamais travailler en prévention de suicide. C'est un choix rationnel des individus. On va aborder la question de rationnel bientôt. La plupart de nous sont ce qu'on peut appeler relativistes. Ça veut dire on pense que dans certaines situations, il faut tout faire pour sauver la vie, mais il y a des exceptions. Et ça dépend de quoi on peut déterminer. Est-ce qu'on sauve la vie de quelqu'un qui a 102 ans et malade? Si la personne veut continuer à vivre, est-ce qu'on met autant d'énergie? Si on a un jeune qui a 16 ans et dit qu'il veut se suicider parce que sa blonde l'a laissé, on va tout faire pour intervenir. On va dire, il peut dire, je vais jamais tomber en amour. Encore une fois, c'était l'amour de ma vie. Elle va jamais revenir. Ma vie est terminée sans elle. Je peux pas vivre sans elle. Mais on va dire qu'elle est jeune. Mais quand la femme de quelqu'un qui a 80 ans meurt et dit « je ne peux plus vivre sans elle, je veux mourir », est-ce qu'on a la même attitude? Nos croyances éthiques déterminent les pratiques. Et on a comparé les pratiques aux États-Unis
qui ressemblent un peu aux pratiques au Canada et au Québec, mais sont un peu plus extrêmes, et les Samaritains en Angleterre. Aux États-Unis, si vous êtes en tentative de suicide et vous dites « je ne veux pas avoir de l'aide, je veux juste mourir », ils vont retracer l'appel, ils vont envoyer l'ambulance avec des policiers, ils vont tout faire pour sauver votre vie, même si vous dites « je ne veux pas de l'aide ». Ils basent une telle décision sur la croyance morale qu'il faut tout faire pour sauver les vies. C'est un argument moraliste, mais ils ont aussi des arguments conséquentialistes. Ils pensent que c'est mieux pour la personne de vivre, mais aussi ils disent que les gens nous remercient souvent après, même si à un moment donné, ils ne voulaient pas avoir de l'aide. Après, ils rappellent pour dire merci, vous m'avez sauvé la vie, je suis bien content. En Angleterre, si vous appelez aux Samaritains, qui ont des centres d'aide téléphonique et par Internet partout au pays, on peut même se présenter sur place pour avoir un entretien face à face. Eux autres croient que des décisions de vivre ou mourir appartiennent aux appelants, aux clients, à tout individu. Ils vont tout faire pour vous aider à trouver une autre solution autre que se suicider, mais au bout du fil, c'est la personne qui décide. Donc, si vous dites, je viens de prendre des médicaments, je vais mourir, ils ne vont pas tracer la peine, ils vont tout faire pour vous convaincre de donner votre adresse et accepter qu'ils envoient l'ambulance, et presque toujours ils réussissent. Mais si vous refusez, ils vont rester en ligne jusqu'à la dernière minute, dernière seconde, pour vous convaincre de recevoir de l'aide, mais c'est votre décision. Ils disent que c'est basé sur une croyance morale, mais aussi ils ont des arguments conséquentialistes. Ils disent, si les gens apprennent qu'on ne respecte pas toujours l'anonymat et confidentialité, et on envoie une ambulance, même si la personne ne le veut pas, les personnes vulnérables qui ont besoin de notre aide ne vont pas appeler parce qu'ils vont avoir peur que quelqu'un va envoyer l'ambulance, donc on va sauver moins de vies. Alors, on a tendance à penser peu à notre vie, mais on a l'impression que quand on va mourir, à notre mort, on a l'impression qu'on va mourir, on va avoir les mêmes capacités maintenant de vivre des choses et les mêmes valeurs qu'on a maintenant. Tout le monde veut avoir une belle mort, une bonne mort. Les recherches indiquent que rarement les personnes ont peur de mourir, mais ils ont peur de la façon de mourir seul ou souffrir ou mourir d'une façon indigne. Donc, on peut imaginer c'est quoi la mort idéale. Pour certaines, c'est mourir dans le sommeil. Pour d'autres, c'est mourir entouré d'autres personnes. Et on a vécu des vrais changements sociétaux. Dans le passé, un salon funéraire s'appelle salon funéraire parce qu'on a exposé les corps au salon, à la maison avant. Et les personnes mourantes étaient à la maison. Maintenant, on meurt majoritairement au Canada à l'hôpital. Et
il y a des spécialistes qui prennent soin des personnes ou prennent en charge des personnes qui sont mourantes. Ce n'est pas la famille qui est présente, qui s'en occupe, qui vit ça. Et une des craintes les plus importantes, c'est d'être contrôlé, que quelqu'un d'autre va décider ce qu'on va vivre à une étape ou à une dernière étape de notre vie. Et une façon de prendre le contrôle de notre mort, c'est de décider d'avoir une mort qui est plus digne. Et l'aide médicale à mourir permet de choisir le moment de mourir et aussi de choisir l'endroit, la situation exactement. Ça nous permet de planifier notre mort de la même façon qu'on aime contrôler de plus en plus ce qui se passe dans notre vie. L'aide médicale à mourir s'étend de plus en plus à travers le monde et chaque fois quand un pays a légalisé l'aide médicale à mourir, ils ont commencé à limiter ça à certaines personnes. Par exemple, au Canada, c'était limité aux personnes pour lesquelles la mort était prévisible. Ils n'ont pas défini ce que ça veut dire prévisible. Et c'était comme ça aux Pays-Bas, qui était le premier pays formellement légalisé les pratiques de l'euthanasie. Le médecin met fin à la vie ou arrête la vie de quelqu'un. Et le suicide assisté, où le médecin prescrit un médicament, un poison, que quelqu'un peut obtenir dans une pharmacie et ensuite prendre pour se suicider. En Suisse, ce n'est pas la personne qui procure les médicaments, mais c'est un organisme à but non lucratif qui donne ça à la personne, mais la personne prend elle-même ce médicament. À cause de ça, c'est un suicide parce que la personne se donne la mort. Actuellement, au Canada, l'euthanasie et le suicide assisté sont légalisés. On les appelle aide médicale à mourir. Mais en pratique au Canada, c'est vraiment l'euthanasie qui est pratiquée. C'est le médecin qui intervient, qui donne un médicament pour arrêter la vie de la personne. Et c'est rare que le suicide assisté est pratiqué. Aux États-Unis, par exemple, c'est juste le suicide assisté qui a été légalisé dans plusieurs États. Alors, le 11 septembre 2019, la Cour suprême supérieure du Québec a éliminé la restriction que la mort doit être prévisible parce qu'ils ont trouvé que c'est discriminatoire et donc actuellement, et ça a l'air que le gouvernement fédéral ne va pas faire appel à une telle décision. Donc, on n'a pas besoin d'être mourant pour avoir accès à l'aide médicale à mourir. C'est quoi qui pourrait le faire? Quelqu'un qui a une souffrance qui est incontournable, qui va continuer à s'aggraver, mais il n'y a pas des indications quelles sont les souffrances qui sont acceptables et pas acceptables. Aux Pays-Bas et en Belgique, actuellement,
on peut avoir l'aide médicale à mourir pour un trouble mental, pas juste un trouble physique. Quelqu'un peut souffrir de dépression et dire je peux plus supporter ça, je souffre, je peux rien faire et demander l'euthanasie ou suicide assisté, l'aide médicale à mourir. Quand même, il y a des contrôles dans ces pays. Aux Pays-Bas, ils ont plus que 2000 demandes chaque année. Il y a moins de 100 qui sont accordées pour les raisons d'un trouble mental parce qu'ils ont une obligation dans tous les cas d'aide médicale à mourir de ne pas accorder la mort pour arrêter la souffrance à quelqu'un s'il y a d'autres façons d'arrêter sa souffrance. Donc, aux Pays-Bas, 40% plus des demandes sont refusées et souvent la raison du refus du médecin, c'est qu'il y a un traitement pour votre souffrance. Il faut l'essayer avant d'avoir accès à la mort. Vous n'êtes pas obligé de l'essayer, mais on ne va pas arrêter votre vie si on croit qu'il y a une intervention qui va, ça peut être une intervention psychosociale, avoir de la visite des gens, ou ça peut être contrôle de la douleur ou traitement de la dépression, quoi que ce soit. Alors, on n'a pas ça au Canada. Et dans les lois au Québec, c'est la personne elle-même qui décide est-ce qu'il existe des traitements que je trouve acceptables. Et le médecin est obligé de décrire ce qui est disponible, mais la personne peut dire je ne peux pas ce traitement, même si le médecin croit que ça va diminuer complètement sa souffrance. Donc, il y a beaucoup plus de refus aux Pays-Bas qu'ici. Je voulais juste dire que ça s'ouvre aux Pays-Bas. Il y avait une proposition au Parlement que toute personne ayant 65 ans et plus qui voulait avoir l'aide médicale à mourir peuvent l'avoir juste parce qu'ils sont fatigués de vivre sans être obligés d'avoir une maladie quelconque, peut-être en pleine santé physique et pleine santé mentale. L'idée, ça n'a pas passé au Parlement. Le gouvernement est devenu plus conservateur, donc à moins qu'il y ait un changement de gouvernement, probablement ça ne va pas passer. Mais c'est une indication qu'on a un élargissement généralement quand l'aide médicale à mourir est approuvée. Okay. Se donner la mort par suicide, c'est un choix de mourir. Demander l'aide médicale à mourir, c'est un choix de mourir aussi, mais cette fois, c'est pas moi-même qui le fais dans le cas de l'euthanasie et j'ai une aide à le faire dans le cas de suicide assisté. Le médecin me donne les moyens et je les prends. Donc une question fondamentale, c'est est-ce qu'il y a une différence entre l'aide médicale à mourir et le suicide? Pas juste une différence dans la pratique, que le médecin est là ou donne l'ordre le médicament, mais est-ce qu'il y a une différence fondamentale dans les motivations, en général? L'Association américaine de suicidologie a dressé une liste des différences et presque tout ce qu'il y a dans la liste porte sur les différences de pratique. Par exemple, ils disent, et c'est vrai, dans la majorité des cas, dans les cas de suicide, la personne meurt seule.
dans le cas d'aide médicale à mourir, la personne peut être entourée de sa famille. Mais très souvent, il y a une souffrance physique, une maladie physique dans le cas d'aide médicale à mourir, mais avec l'élargissement des pratiques aux personnes qui ont une maladie mentale, ça élimine ces différences. En effet, il n'y a aucune recherche scientifique qui indique que l'état des personnes, l'état de santé mentale, la motivation, les craintes sont différents de suicide et aide médicale à mourir. OK. Un cas récent, Alan Nichols, c'est au printemps dernier. Il avait 61 ans au Canada, diagnostic de dépression. Il vivait indépendamment et il a arrêté de prendre ses médicaments pour traiter sa dépression. Et son médecin et sa famille s'inquiétaient. Il a refusé d'aller voir son médecin. Et un voisin a appelé la police parce que ses rideaux étaient fermés. Il s'est débarrassé, mis sur le trottoir tous les meubles de sa maison. Il n'est pas sorti, donc ils ont appelé la police. La police l'a amené à l'urgence. Et ils ont sauvé la vie de la personne. Il avait pris des médicaments. Ensuite, il était transféré à une unité psychiatrique et sans informer sa famille. Et la famille n'était même pas informée qu'il était à l'hôpital à l'origine. Il a demandé l'aide médicale à mourir. Il a refusé ses traitements. Il a été transféré à une unité médicale. Le 22 juin, un médecin a appelé la famille et le médecin a refusé de montrer les documents à la famille parce qu'ici au Canada, et c'est comme ça presque partout dans le monde, la famille n'a pas un mot à dire. C'est entre l'individu et son médecin, même si dans d'autres pays, la famille doit être informée, et particulièrement si la famille peut soutenir la personne, c'était différent. La famille a demandé de traiter sa dépression. Au lieu d'arrêter sa vie, ils ont dit que seulement lui peut décider et selon les lois au Canada, il faut être légalement compétent. Légalement compétent, tout le monde est légalement compétent à moins qu'un juge détermine que vous n'êtes pas légalement compétent ou vous pouvez très brièvement avoir des traitements à l'urgence parce que les médecins décident que vous n'êtes pas compétent, ou vous êtes en danger contre vous-même ou quelqu'un d'autre. Mais après, il faut voir un juge pour déterminer ça. Donc, la famille a tenté de consulter les médecins. Ils ont eu quelques brefs contacts téléphoniques et finalement, ils ont tué le fils. Ne s'est même pas tué, il a eu l'aide médicale à mourir et il est mort. Le certificat de décès indique aide médicale à mourir comme cause de décès et 3 causes antécédentes, épilepsie, problème cardiovasculaire
et fragilité. La famille a dit qu'il était capable de rire, faire des blagues et que tous ces autres problèmes étaient contrôlés depuis des années. OK. Ils ont demandé à la GRC pour faire une enquête. Donc, une des choses qu'on dit souvent, c'est que quand on demande l'aide médicale à mourir, il s'agit d'une décision rationnelle. Et dans le cas de suicide, c'est plus lié au problème de santé mentale, c'est moins rationnel à quelque part. Mais on a l'obligation, pour avoir l'aide médicale à mourir, d'avoir une souffrance importante. Et il y a des recherches sur la capacité de prendre des décisions rationnelles et la souffrance. Et ces recherches indiquent que la capacité de prendre n'importe quelle décision, importante ou mineure, quand on souffre, diminue énormément. Quand ça fait mal, on veut juste que ça arrête. On ne peut pas penser, si je fais ça, ça va s'améliorer ou quoi que ce soit. On est moins rationnel. Aussi, je pense que la plupart des grandes décisions des êtres humains ne sont pas des décisions rationnelles. C'est quoi les décisions les plus importantes que vous avez prises dans votre vie? Avec qui se marier? Est-ce que vous avez rationnellement pesé sur ses bonnes qualités contre toutes ses défectuosités et pris une décision rationnelle? Non. Quelle voiture est-ce qu'on achète le plus fiable, le plus économique et qui pollue le moins, ou le rouge que j'adore parce que ça roule bien, quoi que ce soit? Nos grandes décisions dans la vie, quelle carrière choisir, ne sont pas des décisions rationnelles. Comment est-ce qu'on peut espérer que quand la mort s'approche et on a peur et on souffre, qu'on va être différent et encore plus rationnel? Je pense que je vais revenir. Je crois que quand on dit qu'il a pris une décision rationnelle, d'habitude, ce qu'on veut dire, c'est pour moi, c'est compréhensible. Je comprends. Si j'étais dans sa place, peut-être je penserais à prendre une telle décision. On vit dans une époque dans l'histoire du monde où on met de plus en plus d'emphase sur l'autonomie, le droit de choisir. Avant, il y a des parents qui ont décidé dans plusieurs sociétés avec qui on se marie. On peut fumer des cigarettes, même si on pense que c'est dangereux, ça va me tuer. On peut refuser des soins, même des soins nécessaires pour prolonger ma vie. On a le droit de tout déterminer, où habiter, quoi acheter. On décide tout. Mais quand même, la société agit pour nous protéger contre nous-mêmes dans certaines situations. Par exemple, je suis obligé de porter des ceintures de sécurité quand je conduis mon auto. J'ai besoin de porter un casque de moto. Même si je veux pas, je peux pas acheter l'héroïne et consommer ça parce qu'il y a des actions de l'État pour nous protéger. Donc, c'est pas 100% liberté. On fait absolument tout ce qu'on peut. L'État reconnaît que des fois, on fait des mauvais choix
et on a besoin d'être protégé. On croit qu'il n'y a rien à faire quand on meurt et les recherches indiquent des choses intéressantes. Je voulais juste brièvement parler de la légende grecque du vase de Pandore. Ce n'est pas une boîte. Ils ont changé ça au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle pour une boîte. C'était un vase. Mais l'histoire, c'est, je m'excuse, c'est en anglais, que Pandore était envoyé avec un vase et par les dieux, Zeus, pour se marier avec Prométhéeus. Et il a dit, n'ouvrez pas la boîte. C'est interdit d'ouvrir la boîte et voir la vase, excuse-moi, pour voir ce qui est là-dedans. Et elle était trop curieuse et l'a ouvert. Et jusqu'à ce moment-là, la mort, la souffrance, la violence, la folie, la vieillesse n'existaient pas sur Terre. Toutes ces choses sont sorties de la vase et pour toujours, pour tous les êtres humains devraient subir tout cela. Mais il y a Prométhéeus qui a ajouté quelque chose à la base, a caché quelque chose là-dedans, et c'était l'espoir. Donc l'espoir est sorti avec toutes ces choses pour nous permettre de vivre malgré toutes ces choses épouvantables. Et l'espoir, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié dans les soins palliatifs et par rapport à la mort. Et souvent, on a une confusion entre un prognostic physique sans espoir. On ne peut pas guérir un problème et le sentiment de désespoir. Et des recherches indiquent que même dans une situation, il n'y a aucun bon prognostic, qu'on subit des détériorations, des problèmes physiques qui s'aggravent. On peut avoir de l'espoir par rapport à notre vie quotidienne, notre avenir quand même. Et il n'y a aucune recherche empirique qui indique qu'il y a plus de désespoir dans les cas d'aide médicale à mourir que dans le cas de suicide. Quelqu'un qui a 16 ans, qui veut se tuer parce que sa blonde l'a quitté, à ce moment-là, vit un désespoir total. Et on peut dire que ça, c'est incompréhensible, c'est différent de désespoir que quelqu'un qui a une maladie physique, mais des recherches en soins palliatifs qui indiquent que ce n'est pas toujours le cas. On peut respecter l'autonomie de quelqu'un et intervenir pour prévenir le suicide ou empêcher une personne de mettre fin à sa vie, même si on croit que la décision relève du client. Je crois que l'obligation sociale de donner la mort pour atténuer les souffrances ou arrêter les souffrances doit être contrebalancée par une obligation de protéger les personnes vulnérables. J'avais déjà
décrit brièvement la situation aux Pays-Bas où il y a une obligation d'avoir tout fait pour soulager la souffrance, autrement, si ça existe. Je crois que on peut respecter le choix de la personne, mais en même temps, on a obligation d'assurer qu'on n'utilise pas l'aide médicale à mourir pour diminuer la souffrance quand d'autres traitements sont disponibles. J'ai des conclusions en français. OK, attends, je vais juste aller au compte. Je m'excuse. On va continuer ça. Conclusion en français. OK. Conclusion. OK. OK. Diaporama. OK. Il y a des recherches qui indiquent que les gens qui veulent mourir quand ils souffrent physiquement ou psychologiquement changent d'avis et ne veulent pas mourir quand leur souffrance est atténuée. Contrairement à ce que beaucoup de monde pense, les principales raisons pour demander l'aide médicale mourir sont pas à cause de la souffrance physique, mais le fait de ne pas être capable de faire certaines choses qui les rendent la vie agréable, perte d'autonomie, de dignité, des fonctions corporelles et le sentiment d'être un fardeau pour la famille, ses amis et les soignants. En général, on croit qu'on a une obligation d'atténuer les souffrances d'une personne et avant d'avoir l'aide médicale à mourir, c'est quelque chose qu'on doit tout faire. Et quand on fait de la prévention du suicide, même si quelqu'un souffre d'une maladie physique et demande l'aide médicale à mourir, c'est ça qu'on est en train de faire, tenter d'atténuer la souffrance de la personne. Les décisions des êtres humains, au moins des décisions sont importantes pour la grande majorité des êtres humains, sont rarement rationnelles et encore moins rationnelles à la fin de vie. Quand on souffre, on devient moins rationnel. Tout ce qu'on veut, c'est que la douleur cesse. Donc, si on veut vraiment savoir ce que quelqu'un veut, il faut d'abord soulager la souffrance pour voir plus clair. Et souvent, le désir de mourir disparaît. On parle également de la souffrance psychique. Donc, n'importe qui me dit qu'il ou elle va mourir mérite une intervention en prévention du suicide pour voir si je peux augmenter l'espoir et diminuer sa souffrance. La personne reste libre à choisir, mais je pense qu'on mérite avoir une tentative de soulager la souffrance avant de donner accès
à la mort. Maintenant, on est dans une vide. On n'a plus besoin d'être mourant, d'avoir mort imminente au Canada pour demander de l'aide médicale à mourir. Donc, les personnes qui ont un trouble mental n'ont jamais été exclues de la loi actuelle, mais l'obligation d'avoir une mort imminente les a exclus presque toujours. Mais maintenant, on n'a pas cette obligation et la souffrance de quelqu'un de trouble mental n'est pas moins que la souffrance de quelqu'un de trouble physique ou qui souffre de manque de dignité. Donc, pourquoi pas l'accorder à qui que ce soit qui souffre de n'importe quelle raison. Je vais répondre à cette question, pourquoi pas? Le pourquoi pas, c'est qu'on ne veut pas que quelqu'un meure pour diminuer sa souffrance, quand la souffrance ne peut pas diminuer ou passer et la personne peut continuer à bien vivre. Les recherches en Oregon démontrent clairement qu'on a quand même une certaine ambivalence, même dans l'aide médicale à mourir. À Oregon, ils ont le suicide assisté. On procure les poisons, on convainc deux médecins qu'il faut que je meure, je souffre trop. On procure les poisons et on les prend nous-mêmes. 38% de tout le monde à Oregon qui a convaincu deux médecins qu'il faut absolument qu'ils meurent à cause de leur maladie grave, dégénérative et leur souffrance, prend ces médicaments, le met dans la poche ou sur le comptoir ou quelque part, mais ne le prend pas, qu'il le garde au cas où. Ce que ça indique, c'est que ces personnes souffrent beaucoup, mais ce qui les motive à chercher l'aide médicale, à mourir, c'est des craintes que ça va s'empirer. Ce n'est pas la souffrance actuelle. Et par crainte, ils choisissent de mourir. Mais puisque ce n'est pas la pratique au Canada où le médecin arrive, mais les autres ont le plein contrôle. Ils ont les médicaments. Un grand pourcentage peut décider, c'est pas si pire, peut-être demain ou plus tard je le prendrai. Et finalement, ils n'ont jamais besoin, ils ne le prennent pas. Le problème, c'est la pratique au Canada, où c'est le médecin d'habitude qui arrive. C'est pas si facile de dire au médecin, peut-être pas aujourd'hui. Demain, est-ce que vous pouvez revenir? Et demain, est-ce que vous pouvez revenir dans 3 jours ou dans une semaine? On ne fait pas ça. Le médecin arrive, il est convaincu qu'on doit mourir, c'est quelqu'un d'important. D'habitude, la personne meurt, même si on a le droit de changer d'avis à cause de ça. Si on veut pratiquer l'aide médicale à mourir, je crois qu'on a plus de respect de l'autonomie de la personne de pratiquer le suicide assisté, qui est aussi légal au Canada. Donc, il y a l'ambivalence qu'on trouve avec le suicide. Dans les cas d'aide médicale à mourir, les gens changent d'avis aussi. Ce n'est pas plus déterminé. Les recherches aux États-Unis avec le suicide assisté indiquent clairement que ce n'est pas juste dans le cas du suicide qu'on est ambivalent. Des fois on le fait, des fois on ne le fait pas. La même chose peut arriver avec l'aide médicale à mourir. Et l'autre chose, c'est qu'on a la misère
à prévenir ce qu'on souhaiterait à un autre moment. J'ai fait une recherche sur le sida où on a suivi les gens tous les 6 mois et on a fait des enregistrements vidéo. Je peux vous montrer un enregistrement d'un homme qui avait le sida, qui prenait plein de médicaments et disait « Je vais arrêter de prendre mes médicaments, je ne veux pas souffrir. » Je pense que c'est moi décider ça. Il y a une autre personne qui disait qu'il y avait une entente avec un ami de lui donner des médicaments pour mourir au cas où il souffrait trop. Il y a d'autres personnes qui disaient c'est à Dieu de me prendre malgré ce qui m'arrive. Je ne ferai jamais ça. Quand on a suivi, après que les gens sont morts, on a demandé le nom de membres de la famille qu'on pouvait contacter. Et on a trouvé qu'il n'y avait aucune corrélation entre les souhaits de la personne avant qu'ils étaient dans la situation et ce qui s'est passé pour le vrai. Donc, la personne qui disait « je veux absolument pas être un fardeau, ou je ne peux pas avoir une vie normale, je voudrais mourir », c'est trouvé pris dans son lit, incontinent, avec plein de souffrances. Tous les jours, son ami a dit est-ce que c'est aujourd'hui qu'il voulait mourir? Il faisait tout pour survivre un autre jour, un autre heure, jusqu'à la fin. Et des fois, la personne qui disait c'est à Dieu de me prendre faisait tout pour demander au médecin d'arrêter sa vie. On ne peut pas savoir tout à fait ce qu'on va vouloir dans une situation qu'on ne vit pas encore. J'ai déjà dit ça, que je trouve que le suicide assisté a des avantages, ça respecte davantage la liberté de choix sans pression de l'arrivée d'un médecin pour mettre fin à nos jours. Il y a un article publié sur cette question, prévention du suicide, est-ce qu'on doit toujours le prévenir, qui est publié dans la revue Crisis. Et je crois que tout le monde mérite une intervention en prévention du suicide parce que moi, je ne suis pas capable de savoir qui va profiter de cette intervention, s'ils ils répondent aux critères de l'aide médicale à mourir ou non. Si ça ne fonctionne pas, ils ont la liberté de choix. Mais si on est capable d'augmenter l'espoir et redonner le goût de vivre, et souvent on arrive à le faire, on réussit à permettre à quelqu'un d'avoir vivre plus longtemps, être content de le faire. On a quelques publications là-dessus, majoritairement en anglais, il y en a quelques-uns en français. Merci beaucoup. Maintenant, vous pouvez envoyer des questions ou commentaires. OK, donc vous pouvez écrire la question dans le chat. Et moi, je ne vois pas le chat sur mon écran. Donc, c'est toi qui vas me donner les questions. OK, s'il y en a. Oui, on avait déjà reçu une question préalablement. Donc, dans le contexte où le critère de mort prévisible semble être enlevé de l'aide médicale à mourir, est-ce que cela serait-il considéré comme l'abandon de l'État de sa responsabilité de protéger les personnes vulnérables? Mais dans la situation actuelle, on n'a aucun règlement encore. Le gouvernement Trudeau a chargé un comité à faire des recommandations. Il y a un fort lobby de
continuer à avoir un système au Canada où l'individu le décide et le médecin ne joue aucun rôle sauf d'évaluer si la personne répond aux critères pour avoir accès et c'est la personne elle-même qui décide, je veux avoir l'aide médicale à mourir ou je veux essayer d'autres choses comme soins palliatifs ou autres traitements. Personnellement, je crois qu'il y a des personnes qui vont mourir, qui peuvent continuer, pas juste à vivre, mais être bien content d'être à vie. Si on inclut dans les lois qui vont gérer l'aide médicale à mourir, encadrer ça, qu'il faut faire, parce qu'actuellement, il y a un vide. Presque n'importe qui. Il faut inclure l'obligation qui existe dans les Pays-Bas actuellement et dans d'autres pays que avant d'utiliser la mort pour arrêter la souffrance, s'il existe d'autres façons d'arrêter la souffrance, des traitements qui existent, on ne donne pas la mort si la personne ne l'a pas essayé. On ne va pas juste informer la personne. La personne peut décider, je ne veux pas faire ça, mais on n'est pas une obligation d'arrêter la vie de quelqu'un qui peut ou qui a une bonne probabilité de pouvoir avoir une belle vie pour encore quelques jours, mois, semaines, années, si la personne a des interventions appropriées. OK, la question, c'est quoi la situation des enfants? Actuellement, c'est la personne elle-même qui doit être compétente et qui décide. Et je ne pense pas qu'il y a une tendance au Canada de permettre à une tierce personne de décider que je dois mourir. Donc, c'est la personne elle-même qui doit décider et il faut être majeur. Il y avait un comité qui s'est penché sur la question, est-ce que les mineurs matures, par exemple 14, 18 ans ou 16 à 18, on peut définir c'est quoi mineur majeur, peuvent aussi avoir l'aide médicale à mourir et c'est controversé. Mais pour un enfant a une autre conception de la mort, de la vie en général. Ils n'ont pas les capacités de prendre une grave décision. Est-ce que je vis ou je meurs? Et je pense qu'on ne peut pas commencer à permettre à quelqu'un d'autre à décider que toi, tu vas mourir. Est-ce qu'un psychiatre peut pratiquer l'aide médicale à mourir? Un psychiatre, un médecin, il n'y a aucune raison de ne pas pratiquer l'aide médicale à mourir si le patient répond aux exigences et avec la décision récente de la Cour supérieure, ils peuvent le faire. Et comment peut-on être certain qu'en contexte d'aide médicale à mourir, le malade ressent vraiment qu'il a le choix jusqu'au bout, alors que toute l'équipe médicale et la famille sont mobilisées pour pratiquer l'aide médicale? Donc, la question, c'est comment est-ce que quelqu'un peut savoir qu'il a le choix dans une situation où l'équipe soignante et la famille est mobilisée autour de pratiques d'aide médicale à mourir. Mais vous savez, on a l'impression d'avoir un libre choix, mais nos choix sont influencés par de publicité. Pourquoi on veut acheter une telle marque de quoi que ce soit? C'est parce qu'on est inondé
de publicité et aussi on suit les vagues, pourquoi on porte certains types de vêtements, certaines coupes de cheveux, parce que c'est la mode. Actuellement, on vit dans une société où l'aide médicale à mourir est valorisée comme une façon d'affirmer l'autonomie individuelle. Mais les choix qu'on fait ne sont pas sans influence. Notre entourage nous influence. Quand le médecin arrive pour donner l'aide médicale à mourir, même si on peut penser, peut-être je peux vivre un autre jour, passer un peu plus de temps avec la famille, on est influencé par la pression sociale, tout le monde est arrivé, c'est la journée où je vais mourir, il me regarde, il y a des attentes que je meurs, le médecin est une personne qui croit que c'est la bonne chose. Donc, il y a relativement peu de refus. Il faut qu'il demande, est-ce que vous voulez continuer, mais il y a beaucoup de pression sociale. On n'est pas complètement libre dans aucune décision. Merci. Est-ce que tu pourrais élaborer ou faire l'état de la situation concernant l'aide médicale à mourir et les pertes cognitives importantes? Et les pertes cognitives importantes. Donc, l'Alzheimer, par exemple. OK, mais actuellement, la personne on ne permettre les demandes par anticipation. Donc, on doit être, au moment de faire la demande, on doit être compétent, légalement compétent, et au moment de l'exercice de l'aide médicale à mourir, on doit être compétent pour dire oui, je l'accepte, non, je refuse pas. Il y a beaucoup de personnes qui craignent qu'ils seront dans un état où ils n'auraient pas la compétence et ils vont souffrir. C'est pas tout le monde qui a l'Alzheimer qui souffre, mais selon les lois actuelles, la personne ne serait pas en mesure d'accepter l'aide médicale à mourir si on est confus, trop confus par l'Alzheimer. Ça semble intéressant pour beaucoup de monde pouvoir dire au cas où je suis dans un tel état, je veux mourir. Mais il y a une situation qui est arrivée en Belgique il y a plus de 2 ans, et c'est un homme où c'est permis de dire d'avance au cas où ça m'arrive, je ne veux pas continuer à vivre. C'est quelqu'un qui avait les premiers symptômes d'Alzheimer, mais était toujours compétent, qui a dit, je veux mourir. Si ça m'arrive de ne pas reconnaître ma famille et d'autres personnes, je ne veux pas continuer à vivre. Il est arrivé dans un tel état. Le médecin est arrivé et la personne a dit, qui êtes-vous? Il a dit, je suis le médecin, vous êtes venu me tuer. Et le médecin a dit, vous avez signé un formulaire demandant de l'aide médicale à mourir, en effet l'euthanasie, dans un tel état. La personne a dit, je ne veux pas mourir. Je me rappelle du nom de personne, je sais même pas qui est qui, mais je ne veux pas mourir, ne me tuez pas. Et le médecin a répondu, malheureusement, actuellement, vous n'êtes pas compétent pour prendre une telle décision et j'ai un document légal que vous avez signé vous-même disant que vous voulez mourir. Il a commencé à crier, ne pas me tuer, je ne veux pas mourir. Et 2 infirmières l'ont pris et le médecin a donné une injection létale. Ça a l'air d'un film d'horreur. On a décidé de se faire tuer et on ne peut pas changer d'avis. Mais ce n'est pas si simple de permettre décider avant ce qu'on souhaiterait dans l'avenir. Les personnes qui souffrent de dégénérescence cérébrale, Alzheimer,
et qui sont angoissées. Et des personnes qui sont angoissées, qui peuvent facilement être traitées par des médicaments. Il y a d'autres personnes qui vont souffrir. Il y a plein de personnes qui sont super confuses et bien contents aussi. On ne peut pas prévoir. Actuellement, ce n'est pas permis. C'est une question qui va être abordée. Est-ce qu'on peut dire d'avance que je voudrais l'aide médicale à mourir au cas où que quelque chose m'arrive? Et il faut décider c'est quoi les types de situations, mais le danger, c'est que quand on n'est pas compétent, est-ce qu'on peut toujours refuser? Ça devient un peu compliqué. J'espère qu'ils vont considérer toutes les implications. Une autre question, on rapporte que les équipes de soins, dans les équipes de soins, les risques de représailles sont énormes pour ceux qui ont une objection de conscience. Avez-vous des échos à ce sujet-là? Moi, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais on vit dans une situation qui est tellement différente d'il y a 75 ans où l'Église catholique au Québec contrôlait tout, où l'idée de médecin d'arrêter la vie de patient, c'était presque inconcevable. L'avortement était inconcevable pour beaucoup de monde, ou certainement pas permis légalement. Mais on vit dans une situation, c'est l'aide médicale à mourir. Au lieu d'être associé à quelque chose de négatif, arrêter la vie de quelqu'un, c'est de l'aide. Et c'est de l'aide à mourir. Et on a fait exprès pour l'appeler l'aide médicale à mourir, au lieu de l'appeler l'euthanasie, qui est le mot utilisé ailleurs dans le monde, dans divers pays, parce que l'idée de se faire euthanasier, c'est épouvantable, mais faire exactement la même chose, mais l'appeler l'aide médicale à mourir, c'est quelque chose qu'on doit tout favoriser parce qu'on est dans un pays libéral qui respecte les droits des personnes de choisir n'importe quoi. Mais le message principal que je veux transmettre, c'est que dans une juste société, il faut contrebalancer le respect pour l'autonomie des individus avec une protection des personnes vulnérables parce qu'ils sont malades, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ont une maladie mentale. On ne dit pas qu'on fait tout faire pour les empêcher de mourir. Il faut respecter la volonté de demander l'aide médicale à mourir, mais il faut s'assurer que les personnes ne meurent pas par l'aide médicale à mourir quand il existe des autres façons de soulager la souffrance. Et si les médecins croient qu'il existe d'autres façons de soulager la souffrance, personnellement, je crois qu'on doit avoir les mêmes protections que dans les Pays-Bas, qui est le pays le plus de médicale à mourir pratiquée par capita que partout dans le monde. Que c'est de vraiment s'assurer que la personne doit essayer ça avant de revenir et faire une demande et avoir l'accès à la mort pour soulager la souffrance. Merci. Peut-être signaler que la présentation va être en ligne dans quelques semaines avec le PowerPoint également. Okay. Donc, si vous n'avez pas entendu, Luc Dargis, notre bibliothécaire, veut que je vous avise que la présentation va être en ligne, disponible gratuitement dans quelques semaines avec le PowerPoint également.
Et ici, j'ai un autre commentaire. Est-ce que les soins de fin de vie, tels que pratiqués au Québec et au Canada avec l'aide médicale à mourir, sonnent le glas des véritables soins palliatifs comme l'entend l'OMS? Ça, c'est une question. On a quelques données sur l'accès aux soins palliatifs et ce n'est pas tout le monde qui a l'accès aux soins palliatifs. Je me rappelle que quand il y avait des débats sur la loi fédérale actuellement sur l'aide médicale à mourir, et il y avait une suggestion que peut-être s'il existe d'autres soins disponibles, il faut que la personne l'essaie avant d'avoir accès à la mort pour soulager sa souffrance. Et une personne est intervenue et a dit, si on l'inclut dans les lois, on va avoir une obligation de fournir ces soins à tout le monde. Et les parties du pays où les soins ne sont pas disponibles. Donc, on ne veut pas être obligé de fournir des bons soins palliatifs à tout le monde. Ce genre de commentaires me donne des frissons parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que les personnes qui n'ont pas accès aux soins palliatifs n'ont pas un droit d'avoir accès à ces soins, mais entre-temps, on a l'aide médicale à mourir, la mort à offrir. Donc, quand en Belgique, ils ont légalisé l'aide médicale à mourir, et le titre de la loi, c'est la loi sur l'euthanasie et les soins palliatifs. Et ils ont en même temps élargi le réseau d'hospices et de soins palliatifs pour démontrer que ce n'était pas un substitut pour les bons soins palliatifs. Malheureusement, au Canada, ce n'est pas tout le monde qui a accès aux bons soins palliatifs, mais tout le monde a accès à l'aide médicale à mourir. Et c'est une inégalité que je trouve injuste. On pourrait y aller avec la dernière question. Face au changement de critères d'admission de l'aide médicale à mourir concernant la mort imminente et l'inclusion des personnes présentant un trouble de santé mentale, qu'est-ce qui peut être fait concrètement de la part d'instances comme la CLIS ou d'autres instances pour démontrer les enjeux sociaux sous-jacents ou l'omission de la présence d'ambivalence dans la décision de l'aide médicale? Mais tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'influencer la prise de décision du gouvernement fédéral qui doit maintenant encadrer la pratique d'aide médicale à mourir compte tenu des décisions des cours. Toujours, quand c'est des cours qui déterminent les choses, au lieu du Parlement, c'était très différent parce que le cours étudie ce qui est légal selon ce qui est inscrit dans les lois. Les cours n'ont pas le mandat de déterminer ce qui est correct pour la société, ce qui est juste, ce qui est équitable pour les citoyens. Ainsi, ils regardent les lois et ils les appliquent. Donc maintenant, au fédéral, ils vont se pencher sur cette question. Jusqu'à date, je n'ai pas entendu que le Québec va essayer de l'encadrer la pratique, mais ça ne peut pas être juste n'importe qui dit « je souffre, a besoin de l'aide médicale à mourir ». Même si je souffre de mal de cœur pour quelque chose que j'ai mal digéré, il y a des limites quelque part. Donc, le diable est dans les détails. Et ces détails d'accès vont déterminer, en effet, qui va mourir et qui va vivre. Et je pense que c'est une obligation d'être présent et influencer la prise de décision
avec les données des recherches qui donnent des indications de ce qui constitue les bonnes pratiques.